Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Balado Les Chiffres. Ici Éric Grenier avec Philippe J. Fournier et nous deux. C'est un peu difficile ce matin. Bonjour Éric. Si vous entendez dans ma voix et dans notre voix certaines congestions, sachez qu'en effet, le rhume ou la grippe ou je sais pas qu'est-ce qui m'a affligé depuis quelques jours, mais c'est très difficile ce matin. Je ne voulais pas choquer et ne pas enregistrer un balado avec mon ami Éric, mais c'est encore plus drôle en voyant Éric qui est tout blanc et qui renifle sans cesse. Donc on va essayer ce matin de vous donner les derniers chiffres, les dernières analyses de l'année et le faire avec le sourire malgré les microbes. Ouais. Éric, comment vas-tu de ton côté? Comment ça se passe? Je sais pas si je suis mieux que toi ou non, mais nos excuses au début. Oui, c'est ça, exact. C'est un peu difficile pour nos auditeurs, mais c'est le dernier épisode de Balado de 2025. On voulait pas l'annuler parce que ça va être une année assez intéressante, 2026. Mais il faut commencer avec la question du jour. Et c'est, est-ce qu'il va y avoir un changement au Parti libéral du Québec? La dernière fois qu'on a parlé, c'était avant le congédiement de Marois Risky, le commencement de toute cette histoire des brownies, de fling-flang, puis tous des allégations qui sont autour de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et ça a l'air que ça va assez mal pour M. Rodriguez ces temps-ci. Écoute, Éric, si ma mémoire est bonne, la dernière fois que nous nous sommes parlé sur ce balado en français, on venait de voir un sondage léger au début novembre qui indiquait que oui, le Parti québécois était toujours favori, était toujours en première place chez les francophones. Mais au niveau national, nous ne voyons que 5 points d'écart entre les libéraux et le PQ. Et donc, je pense qu'il y avait quelques sourcils qui ont été froncés en se disant peut-être qu'on va avoir une élection un peu plus compétitive que l'on pourrait croire. Et là, on voit depuis presque 3 semaines, 4 semaines maintenant, presque jour pour jour, une implosion du Parti libéral. Donc, évidemment, il y a plusieurs chroniques d'opinion et d'éditoriaux qui sont écrits dans tous les médias québécois à propos de ce qui se passe au PLQ. Je crois que les gens viennent nous écouter, Éric et moi, pour qu'on regarde les chiffres de plus près. Évidemment, on n'a pas eu de chiffres dans les derniers jours. Qu'on pourrait peut-être avoir un dernier avant Noël, on va voir ça. Mais nous avons eu des chiffres quand même après le début de cette course. On a eu 2 sondages. Un de Palace Data pour l'actualité que j'ai commandé. Et une semaine mouvementée plus tard, le léger dont les dates de sonde se sont terminées en début décembre. Alors, si tu me permets, Éric, juste faire regarder les chiffres de base et après ça, on pourrait se plonger dans l'analyse. Donc, Palace Data, tout de suite après le début de la crise au PLQ, avait 35 pour le Parti... En fait, c'était 35,5 pour le Parti québécois. Je pense qu'on a rendu ça à 36. 25% pour les libéraux. 15% conservateurs, 13% pour la CAQ, 9% pour Québec solidaire. La souveraineté inchangée, 33,56 contre. Mais surtout, je crois que ce qui a fait les manchettes, Éric, c'était les chiffres personnels des chefs. Donc ça, c'est un sondage en suivi, un tracking, comme on dit en anglais. On pose la même question en utilisant la même méthodologie. Et c'est simple, c'est avez-vous une opinion favorable ou défavorable des chefs suivants? Et on regarde dans le temps comment les chiffres changent. Et pour M. Rodriguez, des chiffres catastrophiques. Et ça, c'était avant que la crise s'empire. Et donc, on avait 13% d'opinion favorable pour M. Rodriguez, 56% d'opinion défavorable. L'analyse que j'en ai fait, c'est généralement, ce sont des chiffres de fin de règne. Ce sont des chiffres que l'on voit après qu'un chef a passé 2 mandats au pouvoir et il est sur le bord de la sortie, pas quelqu'un qui est là depuis 6 mois. Alors, ça, c'était d'abord le Palace. Éric, est-ce que tu voulais... Est-ce qu'il y a des chiffres qui t'ont marqué, qui ont attrapé ton œil? Excusez-moi, je fais pas vraiment de sens présentement. Oui. Avec le sondage de Palace, oui, il y avait le fait que Rodriguez avait 13% taux de favorabilité, qui était le même montant que François Legault, il était derrière Éric Duhaime.
Ça, c'était surprenant. Parce que, comme tu as dit, c'était juste le début de cette histoire. On a eu aussi un sondage de Angus Reid Institute qui a eu les mêmes chiffres pour Rodriguez. Il y avait un taux d'appui ou favorabilité de 13% et défavorabilité, c'était 61. Donc, plus que Palace. Donc, c'était pas uniquement Palace qui a trouvé des chiffres comme ça pour Rodriguez. C'était confirmé par Angus Reid. Et c'est pour ça que, oui, c'est vrai qu'on n'est pas des chroniqueurs, on ne va pas faire passer nos opinions, mais la question de est-ce qu'il peut rester avec des chiffres comme ça? On a vu, la semaine passée, il y avait la démission de John Rustad, le chef du Parti conservateur au Colombie-Britannique. Selon Angus Reid, ces chiffres étaient mieux que les chiffres de Rodriguez. Et avec des chiffres comme ça, si la question est « peut-il rester ?», c'est difficile à croire qu'il peut remonter la pente. Et je pense que le sondage de Léger qu'on a vu, qui était juste au milieu de la crise, mais la crise n'est pas finie, donc si on a des nouvelles chiffres, probablement les chiffres vont être pires que ceux qu'on a vus de Léger. Mais encore là, de voir le changement dans l'opinion publique, dans le sondage de Léger, ça, c'était presque de jamais, je ne veux pas dire de jamais vu, mais on voit pas souvent beaucoup de changements entre les sondages légers, mais ici, il y avait un baisse de 6 points pour les libéraux, un hausse de 7 points pour le Parti québécois. Ça, c'est énorme. C'est énorme en 3 semaines, on s'entend. Parce que le Léger avait sondé au début du mois de novembre. Ça, c'était 28 novembre au 1er décembre. Donc, tu parlais justement du Léger, 39% pour le Parti québécois, une hausse de 7 points. Et le Parti libéral, une baisse de 6,21%. La CAQ était stable à 18%. Et donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux sondages, entre le Palace et entre le Léger? Je me rappelle quand j'ai publié dans l'actualité le sondage Palace, le lendemain, l'UPAC était à la porte de Marois Risky et enquêtait sur peut-être ouvrir une enquête. Et donc, ça n'a fait que dégénérer depuis. Alors, la question, bien sûr, comme tu l'as mentionné, Eric, est-ce que Pablo Rodriguez peut rester, même si ça semble injuste? Encore une fois, je ne veux pas faire d'éditoriaux, mais je regarde ces chiffres et tu le sais aussi bien que moi, lorsqu'un chef tombe dans l'impopularité, lorsque les chiffres personnels d'un chef tombent, c'est extrêmement rare qu'il remonte. C'est extrêmement rare. Et ça prend un événement vraiment important, ça prend un drame important pour que peut-être l'opinion publique se resserre, mais je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui regardent la crise au PLQ, qui ne savent pas vraiment au juste qu'est-ce qui se passe. Il y a toutes sortes d'allégations, il n'y a rien de prouvé pour l'instant, mais il y a des enquêtes. Et dans leur esprit, le PLQ n'a pas le droit à l'erreur, n'a pas le bénéfice du doute sur la question éthique. Et donc, s'il y a eu des manquements éthiques au PLQ, des gens qui viennent du PLC, il y a bien des Québécois qui roulent leurs yeux et qui disent « Ah, pas encore » et qui se font une tête même s'il n'y a rien de prouvé encore. L'opinion publique, les chiffres qu'on voit reflètent ce que l'on perçoit, dans le sens que ça fait du sens. Si il y avait un nouveau sondage, je ne serais pas surpris de voir le PLQ tomber au niveau de la CAQ. Mais pour l'instant, c'est le PQ en profite et est toujours en bonne position à 10 mois du début de la campagne pour remporter une majorité. On va suivre ça tout au long de l'année, ça c'est certain. Oui, on a besoin, je pense, un autre sondage avant la fin de l'année. Parce que, comme tu as dit, il y avait des développements dans l'histoire autour de l'PLQ depuis ce sondage de Léger. Il y avait aussi toute cette histoire de Paul Saint-Pierre Plamondon avec les commentaires sur les artistes et Mark Miller. On ne sait pas si ça va avoir un effet sur l'appui le Parti québécois parce que je pense que c'était dans la même conférence de presse où il était posé la question à propos de ce sondage où il a fait aussi des commentaires. Donc peut-être ça pourrait changer des choses. On a des nouvelles ce matin que le gouvernement de la CAQ a eu des négociations avec les médecins. Les médecins, oui. Peut-être ça va changer des choses aussi.
On a besoin d'une mise à jour, je crois, parce que après des mois et des mois de pas beaucoup de mouvements dans l'opinion publique au Québec, les dernières semaines étaient des semaines mouvementées, ça a changé l'opinion publique, et c'est juste avec moins que 10 mois avant les élections au Québec. Donc, je crois que Léger probablement va avoir un autre sondage avant Noël, et sinon, je pense que c'est peut-être c'est une erreur si Québécois veut pas aller dans le Ben, c'est sûr que veut pas nous, commander un autre sondage. c'est sûr que nous, on va le prendre. On serait très heureux de pouvoir voir des nouveaux chiffres, mais bon, généralement, début décembre, c'est terminé. Mais juste revenons sur un truc que tu as dit sur Paul Saint-Pierre Plamondon, l'histoire avec le manque de loyauté de la communauté culturelle, je veux dire, c'était une erreur stratégique, selon moi, dans le sens que lorsque les projecteurs sont braqués sur tes adversaires, n'attire pas l'attention. Il n'avait pas besoin de ça, mais c'est des mots qui sont très durs, qui sont généralement tirés des trolls sur Internet, et il les a mis dans le vrai monde, et les gens ont réagi à ça. Mais est-ce que ça va avoir un effet à long terme? J'en doute. La fatigue de la CAQ est tellement forte au Québec dans les chiffres. On parlait de M. Rodriguez qui avait 13% de taux d'appréciation dans le sondage Palace. C'était aussi 13% pour François Legault, mais aussi 75% d'impression défavorable. Donc, un taux net de moins 62. Éric, moins 62. C'est rare qu'on voit des chiffres aussi pauvres. Et tu parlais aussi de l'Institut Angus Reid, qui a fait son sondage de tous les premiers ministres provinciaux au pays. M. Legault était dernier en taux d'appréciation. Le taux d'appréciation était un peu, pas le taux, mais la proportion de favorable était un peu plus élevée à 25, mais le défavorable était aussi à 70. Donc, on parle 7 à 8 Québécois, électeurs québécois sur 10, qui ont une opinion défavorable de M. Legault. Un parti politique, surtout un qui est au pouvoir depuis longtemps, ne peut pas remonter la pente avec un chef impopulaire. Et ça fait plusieurs fois qu'on le dit, et M. Legault a réitéré, non, je vais me battre, je vais être là l'année prochaine. Et bravo pour la résilience, mais les chiffres nous disent qu'une remontée de la CAQ n'est pas possible avec un chef aussi impopulaire. Non. Est-ce que ses rivaux à M. Legault pourraient être encore plus impopulaires? C'est possible, mais c'est pas ça qu'on voit. M. Plamondon est bien plus populaire que M. Legault. Et donc, c'est pour ça que l'histoire de Saint-Pierre Plamondon avec les artistes, ouais, c'était une gaffe, mais je sais pas si ça va vraiment durer à long terme. Non, mais peut-être il y avait des chances d'avoir un 40% dans le prochain sondage, et peut-être ça minait ses chances d'avoir un chiffre comme ça. Mais est-ce que ça va changer quelque chose si on voit le prochain sondage de Léger, et la CAQ est à 20%, et les libéraux sont à 19%. Si la CAQ est en deuxième place encore, pour la première fois depuis des mois, est-ce que ça va changer la discussion au Québec, au moins un peu? Ben, au moins un peu. C'est sûr que le PLQ a un coussin de sièges qui est beaucoup plus solide que celui de la CAQ. Ça, on s'entend. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant ça. Mais de penser que tous les sièges du PLQ sont des sièges assurés, si les gens restent à la maison, si les gens sont dégoûtés, et on va revenir à ça, il y a une question de nos membres un peu plus loin qui nous demande comment ça que c'est le PQ qui profite de la baisse du PLQ. Sachez que c'est une question pas de numérateur, mais de dénominateur. On voit ça souvent, mais on va y venir un peu plus loin. Mais en gros, si les électeurs libéraux, traditionnellement libéraux, qui étaient prêts à dire « Ok, on s'en va vers une élection avec un thème référendaire, on s'en va sans doute vers un nouveau référendum, les chiffres ne sont pas favorables pour le référendum, mais on sait qu'avec autant de temps, peut-être que le prochain référendum va être dans 2 ans ou dans 3 ans, alors les chiffres aujourd'hui n'ont pas de valeur prédictive. Mais il y a plusieurs électeurs. Je sais qu'il y a eu des focus groups qui ont été faits par des sondeurs, et je parlais dans mon entourage, il y a des gens qui disent je serais prêt à essayer le PLQ, mais pas avec Pablo. Et ça se multiplie, ces appels-là. Et donc, c'est injuste pour M. Rodriguez à bien des égards. Il a dit une phrase, c'était mercredi. Ce que j'ai lu dans la presse, sa phrase, c'était
Les membres m'ont élu et je n'ai rien à me reprocher. Pas sûr. Et même si c'est factuel dans son esprit, si ça se vérifie, tu dis ça, t'as l'air déjà d'avoir perdu la conversation. Ouais. Mais c'est pas seulement comme de dire qu'il n'y a rien de se reprocher. C'est pas seulement les décisions qui étaient faites pendant la campagne la course à la chefferie, mais c'est aussi la façon de réagir, la façon de communiquer depuis la publication de ces nouvelles-là. Et je pense qu'il y a peut-être des choses de reprocher un peu par rapport à la réaction. Parce que je crois que toujours les électeurs aiment un peu d'humilité et de réflexion. Mais bien sûr, oui, introspection. Oui. Mais oui, c'est juste... C'est difficile de croire qu'après seulement, 5-6 mois en poste? 6 mois, ouais. Ouais, OK. Avec un taux d'insatisfaction de 60%, autour de 60%, ça donne un plafond assez bas pour le Parti libéral. Le sondage de Léger avait une question sur le deuxième choix. Et si on additionne le premier choix et le deuxième choix, avant la répartition des indécis, c'est seulement 23% pour le PLQ. 23% des électeurs au Québec donnent le Parti libéral le premier ou le deuxième choix. C'est 45% pour le Parti québécois, c'est 26% pour la CAQ. Donc, c'est possible d'imaginer qu'il y a un plafond pour la CAQ dans le contexte actuel qui est peut-être un peu plus haut que le Parti libéral. Oui, et ça serait le cas aussi en termes de sièges. Ouais. Il ne suffirait, et je veux dire, le Parti québécois pour l'instant, il navigue, ça va bien, les chiffres avec les francophones, à Québec, en région, chez les plus âgés, chez les jeunes, mais il ne suffirait que de quelques points, un transfert du PQ à la CAQ de peut-être 3 points, et soudainement la CAQ, je ne dis pas qu'elle redeviendrait compétitive, mais elle pourrait remporter des sièges. On parle peut-être de sièges ruraux, quelques-uns dans le 4-5-0. Alors oui, absolument. Et pour le PLQ, il serait encore une fois confiné à Montréal et l'Outaouais et Laval. Donc, je veux dire, on s'entend, toi et moi, je pense que dans notre dernier balado, on en avait discuté, on ne croyait pas que le PLQ se dirigeait vers la victoire l'an prochain. Mais je pensais au moins qu'il allait avoir du progrès et une reconstruction. Les chiffres nous disaient que le PLQ ne peut pas gagner avec les chiffres qu'ils avaient, mais au moins, il se dirigeait vers une défaite honorable. Et ça, en politique, ça compte. Des défaites honorables, ça compte. Et là, c'est la débandade totale. Alors, tu dis, est-ce que le Journal de Montréal et les médias de Québécois, est-ce qu'ils pourraient commander un dernier sondage léger éclair pour comme la semaine prochaine, le 18 décembre? Ça serait extrêmement intéressant, mais aussi ça pourrait être le clou dans le cercueil de M. Rodriguez, si le PLQ continue de glisser. Mais s'il part, qui pourrait le remplacer? Est-ce que ça va être juste Charles Milliard ou Carl Blackburn encore? C'est ça l'affaire, c'est qu'on vient d'avoir une course à la chefferie, évidemment, qui s'est terminée. Une longue course à la chefferie, disons-le, qui s'est terminée il y a 6 mois. Je pense que c'était le 14 juin, donc oui, ça fait 6 mois. Évidemment, les deux candidats qui ont fini 2e et 3e, respectivement, M. Milliard et M. Blackburn, auraient déjà une organisation qui pourrait peut-être retourner sur les rails. Si ça arrivait, on imagine que la direction du Parti libéral voudrait avoir une course express, un peu comme les libéraux fédéraux l'ont fait l'an dernier. Combien de temps a duré la campagne? C'était pas fin janvier à début mars, c'était littéralement 6 semaines, je crois. Et donc, en 6 semaines, pas beaucoup de candidats pourraient se trouver une organisation. Alors, en effet, M. Blackburn est déjà dans les médias et à dire que Pablo devrait réfléchir à son avenir. On sait ce que ça veut dire. M. Milliard a été plutôt discret et je veux dire, il a un autre emploi maintenant. Donc, on comprend que peut-être qu'il ne veut pas se mêler de ce fouiller-là, de ce panier de crabes, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais j'ai vu un article ce matin que il y a des règles dans la Constitution du Parti libéral du Québec qui sont des règles qui étaient nouvellement mis dans la Constitution, les règles, que c'est possible de nommer un chef. S'il n'y a pas assez de temps, s'il y a assez d'appui parmi les... Le caucus, j'imagine? Pas le caucus, les associations, des membres, des choses comme ça, la direction du Parti libéral, c'est que c'est possible de nommer un chef.
Mais s'il y a deux candidats C'est ça. peut-être se compliquent des choses. Mais c'est faudrait peut-être une option. Ouais. Il faudrait Parce que qu'il y ait c'était un l'unanimité. coup serré. C'était Ouais. c'était pas une victoire éclatante de Pablo Rodriguez. Non. Il n'y avait pas 40% au premier tour. C'était serré pour la deuxième place entre M. Milliard et M. Blackburn. Et au final, je veux dire, ça a fini, 52-48. Quand on y pense, M. Rodriguez, un vétéran de la politique, député aux Chambres des communes pendant près de 20 ans, lieutenant du Québec pour le fédéral, et il a battu 52-48, un homme qui était une illustre inconnu il y a un an, M. Milliard. Alors, non, c'était pas du tout une victoire éclatante. Et les chiffres qu'on voit présentement ne sont tout simplement pas favorables. Alors, est-ce que les libéraux vont se dire, on essaie quelque chose de osé, on essaie quelque chose de différent, et on fonce et on change de chef en début d'année? Ou est-ce qu'ils vont se dire, on va laisser Pablo absorber cette défaite-là et on va se reprendre après? Je sais pas. Je ne sais pas quelle direction qu'ils vont prendre, mais ils doivent faire vite parce que ça va commencer à débouler après le temps des fêtes. On entre en année électorale. Veux-tu faire une prédiction? La Oh. prochaine fois, le prochain balado va probablement être dans un mois, peut-être 5-6 semaines. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une annonce de M. Rodriguez? Je ne veux pas faire de prédiction. Non. Ah, ok. Mais je vais te faire, par exemple, on va faire bientôt des over-under, on dit en anglais, des petits paris de plus et moins. Combien des chefs actuels seront au débat en septembre prochain? Je mettrai la ligne à 3,5. Oh! Ouais, je pense que On va y revenir. il pourrait y avoir 2 nouveaux chefs au printemps. C'est tout à fait possible. Et soudainement, M. Plamondon... Oh, ouais, ok. Monsieur Ben, l'autre. Ouais, ça se pourrait, on sait pas. Déjà oublié. Ouais. Est-ce que tu voulais parler rapidement du fédéral, Éric? Oui, je pense que oui. C'est la fin de l'année et il Ouais. faut faire un résumé. Il y avait des nouvelles hier soir. Le Ouais. député Oh my God. de Markham Unionville a décidé de ne plus être conservateur. Et maintenant, les libéraux, il manque un siège pour avoir sa majorité. Et je me rends doute que ça va être difficile de trouver un autre siège d'ici. Tu doutes que ça va être difficile? Ouais. Donc, est-ce que toi, tu dis qu'ils vont atteindre la majorité au début de l'an prochain? Le Parlement va retourner, je pense que c'est le 26 janvier, ouais, quelque chose comme ça. janvier. Exact. Est-ce que ça va être une majorité libérale en janvier? OK. Je pense que c'est possible. Je vais te dire ceci. On est un balado qui s'appelle Les Chiffres et ça concerne les chiffres. Mhm. Avoir une majorité de 1 siège, ce n'est pas plus confortable que d'avoir une minorité d'un siège. Je comprends quand tu es dans la bulle d'Ottawa et que tu es dans la game politique et ça joue serré, c'est un peu comme du sport, c'est compétitif en équipe, mais avoir une majorité d'un siège, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable pour Mark Carney et les libéraux. Et je sais que peut-être dans leur tête, ils vont se dire on va avoir tous les votes pour passer tous nos projets de loi et ça va aller plus vite. Mais soudainement, tu as beaucoup de backbenchers et on a vu M. Guilbeault, Stephen Guilbeault, démissionner il n'a pas démissionné du caucus, il est encore un libéral, mais il a démissionné du cabinet et il a exprimé des mots assez durs envers son équipe. Et soudainement, tu as 170 autres personnes qui doivent demeurer, je ne veux pas dire loyaux, c'est pas le bon terme, mais oui, on pourrait dire ça, loyaux au sein de l'équipe. Tu dois les garder heureux, tu dois les garder contents. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au début de l'année, mais ceux qui me disent « Ah, il a enfin atteint sa majorité », selon moi, c'est pas confortable une majorité d'un siège. Non, mais ce n'est pas rien que si les libéraux deviennent majoritaires aux chambres des communes, après une prorogation, ils pourraient former la majorité sur tous les comités. Les comités, ouais. Et parce que maintenant, c'est seulement les conservateurs et le Bloc québécois qui a la majorité sur les comités. Et je pense pas que c'est une chose que les libéraux aiment beaucoup. Ouais. Mais on va parler des sondages un peu. Oui. Il y avait des sondages qui étaient faits dans les dernières semaines. On voit pas beaucoup de changements. Non. Les libéraux sont autour de 40-41%. Les conservateurs, peut-être 38%.
39%, Ouais. ça dépend du sondage. Les néo-démocrates, entre 7 et 10%. Donc, on Ouais. ne voit pas beaucoup de changements au niveau national. Mais au Québec, il y a des indications que peut-être Oui. des choses ont changé dans les dernières semaines. Un hausse peut-être pour le Bloc québécois, un baisse pour les conservateurs et peut-être les libéraux aussi. Je peux te dire que quand il y a eu le sondage Angus Reid qui a été publié avec une égalité entre les libéraux et le Bloc québécois au Québec à 35-35, même au Bloc, ils savent. Ah oui, Angus Reid, ouais, ok, c'est bon. Ça nous fait du bien, c'est un bon sondage pour nous, mais Angus Reid a regardé l'historique des sondages dans les dernières années, même juste la dernière année. Angus Reid a toujours le Bloc un peu plus haut. Mais là, soudainement, arrive sondage fédéral de Léger au Québec, 39 libéral, 38 bloc. Et cette hausse du bloc est aux dépens des conservateurs. Alors, est-ce que c'est un peu trop haut pour le bloc et un peu trop bas pour les conservateurs qui sont à 15% au Québec? Ça ferait mal, ça, 15% au Québec pour les conservateurs. Il y aurait des sièges perdus. Peut-être, mais on regarde Abacus, 31 pour le bloc. Innovative Research avait 34 pour le bloc. Donc, est-ce que c'est possible que le bloc ait remonté à un niveau de croisière auquel il nous avait habitués avant l'élection de l'an dernier, entre 33 et 36%? Et la réponse est oui. Et si c'est le cas, il y aurait des gains de sièges pour le bloc. Je veux dire, on vient juste de parler des libéraux qui essaient d'avoir une majorité, même si c'est par un siège. Pour le Bloc québécois, avoir une élection fédérale au printemps, ça serait pas une mauvaise nouvelle. Les chiffres nous disent que le Bloc québécois s'en tire très bien. Et si une élection fédérale devait avoir lieu avant l'élection québécoise, ben, inévitablement, le PQ et le Bloc travailleraient ensemble. Alors que ça ne sera peut-être pas nécessairement le cas si l'élection fédérale a lieu après l'élection québécoise. Mais bon, ça c'est quelque chose. Éric, est-ce que toi tu avais des observations sur ces chiffres-là, particulièrement au Québec? Mais seulement le fait que c'est intéressant de voir que dans la plupart des sondages, les conservateurs sont plus bas que pendant la dernière campagne électorale. Entre 21 et 19, dans la plupart, il y avait ce sondage de Léger avec 15. On a vu 26% de la ferme Liaison. Ça, c'est intéressant de voir. Ça coûte pas beaucoup de sièges aux conservateurs, peut-être un, deux. Ouais. Mais si c'est un gain pour le Bloc, des votes conservateurs, surtout dans la grande région de Montréal, parce qu'on a vu des chiffres, pas assez pour gagner des sièges, mais on a vu des 20% pour les conservateurs à Laval, sur le côte sud de Montréal, de Rive-Sud, oui, c'est ça. Si ce vote-là va au Bloc québécois, ça pourrait causer des problèmes pour les libéraux. Mais on a vu que les libéraux ont fait des gains en Ontario peut-être en Alberta un peu. On a vu des baisses peut-être en Colombie-Britannique. Mais ça donne pour moi probablement le même résultat pour les libéraux, autour d'une majorité. Exact. Peut-être un couple de sièges en bas, un couple de sièges en haut. Peut-être des gains pour le Bloc, mais pas assez pour vraiment changer la donne. Donc je pense qu'on finisse cette année presque à la même place qu'on était en avril. Ah oui, je serais d'accord. J'ajouterais un petit point cependant. J'ai écrit pour l'actualité hier sur les chiffres justement des chefs principaux, M. Poilievre et M. Carney. Et les libéraux finissent l'année dans une meilleure position qu'ils ont entamé l'automne. Après l'été, tu te rappelles, il y avait eu un resserrement, non pas juste des intentions de vote, mais aussi du taux de satisfaction. Et on dirait que dans les derniers mois, l'écart s'est réouvert par les taux de satisfaction, les taux d'approbation, donc dans les deux cas. Mais évidemment, considérant maintenant qu'il y a eu 3 démissions du côté conservateur, dont 2 qui ont traversé la Chambre pour aller rejoindre les libéraux, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer en janvier. On va bien sûr en reparler. Il y a le congrès national du Parti conservateur à Calgary à la fin janvier, auquel je vais être d'ailleurs. Certainement, on pourra enregistrer quelque chose alors que je sois là. Mais je pense qu'au niveau fédéral, la première nouvelle de l'année prochaine, ça va être le résultat que va avoir M. Poilievre. Hier, j'étais prêt à dire il va sûrement obtenir un 90%, on n'en parlera plus, il va être le chef. Et là, s'il y a vraiment d'autres démissions, Éric,
si un de ces députés de la Colombie-Britannique veut quitter pour peut-être s'essayer au provincial, et qu'on dirait vraiment que les libéraux vont avoir une sorte de majorité fonctionnelle, même si c'est pas officiel, ça veut dire que les conservateurs n'auront pas la chance d'avoir leur revanche dans les prochaines années. Ça pourrait être long. Je suis pas en train de faire une prédiction. Quoique, peut-être. Prédiction sur la prochaine fédérale. On verra bien. Mais tu perds un député, peut-être c'est un accident. 2, ça commence à causer des problèmes. 3 ou plus, je pense que ce moment-là, ce n'est pas une question de la loyauté des individus, c'est un problème pour le chef. Mais on verra. Bon, ça va être la fin de cet épisode avant qu'on va passer aux questions de nos membres, et ça va être la fin de 2025 pour les chiffres. C'était une année mouvementée, et on a eu je pense qu'on a eu des belles conversations, surtout pendant la campagne électorale fédérale. 2026, ça va être intéressant, et on va avoir plusieurs épisodes plus souvent dans l'été, et surtout pendant la campagne en septembre et octobre. Joyeux Noël et bonne temps des fêtes, Philippe, et à tous nos auditeurs. Et à 2026, bonne année. Absolument. Merci beaucoup tout le monde. Merci Éric. Et aux membres du balado, restez en ligne. On passe au courrier des membres. Merci et au revoir.